Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Mutizwa. Les États-Unis ont critiqué lundi aux Nations Unies les pays de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest. Pour les USA, les dirigeants sahéliens n'en font pas assez pour assurer la sécurité et la stabilité alors que la violence fait son lit dans la région, notamment les attaques djihadistes. Cette déclaration intervient après une réunion tenue dimanche à Niamey au Niger par les pays du G5 Sahel. Réunion au cours de laquelle les 5 dirigeants ont promis de renforcer la collaboration entre États, mais aussi de redoubler d'efforts pour lutter contre le terrorisme dans la région. Eh bien, Nyasha, face à la multiplication des attaques revendiquées par le groupe État islamique, les armées des pays du G5 Sahel semblent plus que jamais impuissantes, d'où la nécessité, selon les chefs d'État de la sous-région, de revoir leur coopération et rendre encore plus opérationnelle la force conjointe du G5 Sahel qui, jusqu'à présent, peine à monter en puissance. Les chefs d'État du G5 Sahel ont d'ailleurs sollicité l'aide de la communauté internationale à un moment où la France veut plus d'éclairage sur la position de ses forces dans le Sahel et quand des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction de la force Barkhane à certains checkpoints au Sahel. Et à ce sujet, le sommet de Pau se tiendra le 13 janvier prochain. Quelle stratégie régionale contre le terrorisme? Nous allons poser la question à notre expert du jour avec vous, Nyashake. Exactement, Ruth. Pour plus de lumière à ce sujet, la présidente du Réseau africain de la sécurité, Madame Nyangale Bagayoko, nous rejoint depuis Paris en France. Madame Bagayoko, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce programme. Bonjour. Alors, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a fait une déclaration dans l'émission Radio France Inter dans laquelle il semblait montrer une division dans la façon dont les attaques sont menées au Sahel. Que pensez-vous de cette déclaration, mais aussi de celle des USA qui critiquent les pays ouest-africains? Alors, à titre personnel, ce qui m'a toujours beaucoup frappé est la façon dont les partenaires internationaux ont eu tendance à faire une distinction entre la situation autour du bassin du lac Tchad, donc de la lutte contre la secte Boko Haram, et d'autre part, la situation du côté des frontières du Mali, du Niger, du Burkina Faso, notamment dans le Liptako-Gourma, en les dissociant. Et on s'aperçoit en réalité que les États concernés, notamment le Niger et le Tchad, ont toujours fait le lien entre leur engagement opérationnel, à la fois dans le cadre du G5 Sahel, mais aussi à titre national ou à titre multilatéral dans le cadre de la force multinationale mixte, dans le bassin du lac Tchad. C'est aussi le cas de l'Union africaine qui, dans toutes ses déclarations, évoque les arrangements sécuritaires mis en place à la fois au Sahel du côté du Mali et du côté, encore une fois, du lac Tchad. Sur ces questions de connexion entre les différents groupes armés, c'est plus difficile à dire puisque ces différents groupes recourent à la fois à des méthodes très différentes. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de savoir quelles sont les connexions exactes entre ces groupes. Madame Nyangale Bagayoko, mais en dépit de la présence de ces forces françaises dont vous parlez, régionales ou encore américaines, les attaques djihadistes sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Alors très clairement et de manière indubitable, quand on regarde les attaques récentes au Mali par exemple, que ce soit à Boulkessi ou à Indeliman, et encore plus récemment la semaine dernière l'attaque sanglante qui a touché à Inates les forces armées du Niger, on s'aperçoit en effet qu'on a affaire à des adversaires qui sont très certainement de plus en plus aguerris, voire qui ont accès à des technologies importées, et surtout qui ont mis en place des méthodes extrêmement sophistiquées. Dans le cas d'Inates, on a vu qu'il y a eu une attaque immédiate contre le système de transmission, de communication, ce qui a isolé la base, et également une attaque de la poudrière, ce qui a rendu quasiment impossible l'accès aux munitions. Donc il y a très clairement une professionnalisation de ces combattants. Alors, Madame, le G5 Sahel a également fait appel à l'aide de la communauté internationale. Cela donne-t-il plus de légitimité à l'initiative de la France de recruter d'autres partenaires européens pour renforcer l'armée malienne?
Alors moi, il me semble qu'au contraire, ce qu'il faut retenir dans ce communiqué, au-delà de l'appel à l'aide internationale, qui est effectivement présent également et qui est justifié, comme depuis le début de ce conflit, par le devoir de solidarité. Donc il me semble que dans cette déclaration, il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants et qui démontrent la volonté des chefs d'État et de gouvernement du Sahel de prendre en main la situation à leur niveau également. Tout d'abord, il y a cette annonce extrêmement importante de la décision de revoir le CONOPS, c'est-à-dire le concept d'opération de la force du G5, de la force conjointe du G5, qui actuellement a uniquement, ou en tout cas principalement pour mandat, d'effectuer des patrouilles conjointes des deux côtés des frontières communes, à 50 km de part et d'autre. Donc je ne suis pas sûre que le recours à Takuba soit ce qui apparaisse comme manifeste dans cette déclaration. Par ailleurs, cette force qui est évoquée, en effet, qui consiste à recourir à des forces spéciales européennes, elle est une solution qui est de niveau tactique et elle demandera beaucoup de temps, de coordination, de concertation au niveau européen. Donc il ne faut pas penser que c'est une solution de moyen, enfin de court terme en tout cas. Madame Niagalé, pendant ce temps, des voix s'élèvent dans les pays du Sahel pour demander le départ des forces étrangères qu'elles estiment être parfois de connivence avec les terroristes. Est-ce que selon vous, cette revendication est-elle réaliste aujourd'hui? Alors, il est très important de mesurer la profondeur de ce mouvement, vraiment, qui relève, à mon avis, d'un mouvement insurrectionnel populaire qui peut s'apparenter à une volonté d'une deuxième décolonisation et qui renvoie à une défiance de plus en plus répandue envers les États postcoloniaux qui sont considérés comme ayant failli en matière de démocratisation, en matière de décentralisation, en matière d'urbanisation, en matière de politique de développement. Donc ce mouvement est extrêmement profond et à mon avis, on n'en voit aujourd'hui que les débuts. Mais il est très important de savoir que les forces internationales ne peuvent absolument pas partir du jour au lendemain. Tout d'abord parce que la mise en place de stratégies de sortie qu'on appelle exit stratégie est extrêmement long à mettre en place, là encore, en termes de procédure, mais également parce qu'un départ de toutes ces forces étrangères, quelle que soit l'inefficacité qu'on leur prête, voire les calculs, si ces forces étaient amenées à partir, il y aurait un effondrement très rapide de certains des acteurs ou des États de la région. Merci beaucoup, Madame Niagalé Bagayoko. C'était la présidente du réseau africain du secteur de la sécurité, Madame Niagalé Bagayoko, depuis Paris, en France. Merci à vous, en tout cas, Madame Niagalé Bagayoko. On poursuit avec ce qui fait l'actualité dans d'autres parties de notre continent.